Alexandra est une femme qui prend soin d'elle. Et ça se voit. Ouais, en fait, ça c'est dans ses rêves. Dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à ça. Mais on vous rassure, elle met du déo, Alex. Comme tout le monde, en principe. Se désodoriser les aisselles, c'est le premier réflexe du matin après la douche. Enfin, quand on se douche. Chaque jour, 327 000 déodorants sont vendus en France. L'an dernier, on en a acheté 173 millions. Un marché qui sent bon le succès. Près de 500 millions d'euros. Et pas loin de 250 références dans les rayons. Habille en bombe, en stick, en crème, efficacité 48 heures, 72 heures, invisible, anti-humidité, anti-picotement, anti-trace blanche, anti-trace jaune, antisocial. Enfin, anti-tout, quoi. Bref, il y en a tellement que quand on met le nez dedans, on s'y perd un peu. Ça tombe bien, en octobre dernier, UFC Que Choisir a fait une étude sur la question. Ils ont testé une vingtaine de produits différents sur des cobayes avec des experts renifleurs. Et là, on compatit parce que ça devait pas être marrant tous les jours. Mais avant de nous mettre au parfum sur leur étude, il y a déjà un truc de base à savoir sur le déo. Déjà, la question à se poser, c'est est-ce que vous savez si vous avez chez vous un déodorant ou un antitranspirant? Parce qu'en fait, on peut faire un petit sondage très rapide et finalement, personne ne sait trop bien. Ah ouais, c'est une bonne question, ça. Bah du coup, la dame, elle nous a donné envie d'en faire un, de petit sondage. Quel genre de déodorant vous utilisez? J'en utilise pas. Une bille? Ah, j'ai jamais fait attention à ça. Des déodorants achetés dans des boutiques le plus bio possible. J'utilise un déodorant en spray. Et moi, je vous demande si vous utilisez en fait du déodorant ou de l'antitranspirant. Ah! C'est une bonne question. Écoutez, je vois pas trop la différence. C'est peut-être les deux. Vous connaissez la différence au moins ou... Eh bien non, pas trop. Je pensais que l'un allait avec l'autre. Pour moi, il n'y avait pas trop de différence, mais bon. Donc je regarderai, puis demain, à la même heure, je vous dis si c'est un déodorisant ou un antitranspirant. Pas de souci. Rendez-vous demain alors. Voilà, enfin, rendez-vous demain, pas de souci. Bah ça va, Alex, tu veux pas son 06 non plus. En tout cas, c'est sûr, on ne sait pas vraiment ce qu'on a dans notre armoire de salle de bain. Alors comment on fait la différence? Il y a vraiment un moyen très très facile de savoir si on a un déodorant ou un antitranspirant. C'est qu'en fait, quand vous avez un antitranspirant, ils annoncent en général 48 heures. Enfin, ils annoncent toujours 48 heures. Et sauf exception, les déodorants, eux, annoncent 24 heures. Ouais, et puis il faut savoir lire aussi, parce qu'a priori, c'est marqué dessus accessoirement. Et efficacité 48 heures, ça marche vraiment? C'est un argument marketing complètement stupide. Enfin, 48 heures, on est censé quand même faire un bain de toilette, je pense, tous les jours. Et un déodorant antitranspirant, ça doit protéger la journée, point final. Ouais, bah c'est déjà ça, hein, on citera personne. Le truc, c'est qu'en plus de masquer les mauvaises odeurs, comme un déodorant classique, l'antitranspirant, comme son nom l'indique, lutte contre la transpiration. Le secret, ce sont les sels d'aluminium. Un ingrédient miracle qui resserre les pores de la peau, c'est génial. Résultat, adieu les auréoles et vive le business. Car les antitranspirants, ça représente les 3/4 des ventes. Sur les étiquettes, ils appellent ça l'aluminium chloromachin. Ouais, ça c'est le nom scientifique. Bon, inutile de vous dire que pour l'environnement et la santé, vaut mieux éviter les bombes aérosols et leurs gaz un peu nocifs. Et sinon, toutes leurs belles promesses qui sentent bon le propre, c'est du flan ou pas? Alors, dans les promesses marketing, on a beaucoup de l'invisible, voilà, anti-trace blanche, ou bien alors, enfin toujours sur le même thème, for black and white, hein, voilà, vous pouvez, aucune trace sur les vêtements. Vous avez aussi ce très joli Oser le noir. Bon, bah, précisément, là, nous avons fait ce test. On a effectivement des traces. Donc, si vous voulez, les promesses marketing, vraiment... il ne faut pas trop y croire. Vous en avez qui ne vont pas revendiquer d'être anti-trace, mais qui vont l'être. D'accord. D'autres qui revendiquent de l'être et qui ne le sont pas vraiment. C'est compliqué. Ah bah ouais, super, on est encore plus paumé maintenant. Bon, déjà, ça sent pas très bon tout ça. Et on va voir que c'est pas qu'une expression en fait. Direction Gand, en Belgique. Notre pigeonne, elle a eu du nez. Elle a déniché un jeune chercheur qui s'intéresse aux bactéries qui peuplent nos aisselles. Burk. Mais Alex, même pas peur. Hi Chris. Bonjour Chris. Bonjour. Je suis prête. Un peu trop là. Tu peux enlever le gant, nous devrions pouvoir faire sans. On n'en a pas besoin? Non, pas vraiment. Bah ouais, on n'est pas là pour jouer Alex, c'est sérieux. Chris, il a testé les effets du déo et de l'antitranspirant sur la flore bactérienne des aisselles. Pour ça, il a demandé à 10 volontaires super courageux de ne pas mettre de produit pendant un mois. Il a réalisé des prélèvements avant, pendant et après l'expérience. Et il a constaté que chez les cobayes qui avaient l'habitude de mettre de l'antitranspirant, il se passait un truc un peu bizarre.
Ici, nous voyons les bonnes bactéries, et là, les mauvaises. Quand ils n'utilisent plus d'antitranspirants, vous pouvez observer qu'il n'y a pratiquement plus de mauvaises bactéries. Il y a alors une abondance de bonnes bactéries. Un mois plus tard, lorsqu'ils remettent de l'antitranspirant, nous observons un effet négatif sur les bonnes bactéries, alors que les mauvaises ressurgissent. Cela permet d'observer l'augmentation de la mauvaise odeur. En arrêtant l'antitranspirant, les mauvaises bactéries responsables des mauvaises odeurs disparaissent. Quand les cobayes recommencent à en mettre, elles prolifèrent. Et les bonnes bactéries, elles se barrent. Conclusion de l'étude, l'antitranspirant, ça ferait sentir encore plus mauvais. C'est l'alu. Enfin, on veut dire que c'est l'aluminium qui serait en cause, quoi. Vous êtes sûr que ça provient des sels d'aluminium? Eh bien, nous n'avons pas vu une si grande différence pour les déodorants ne contenant pas d'aluminium. Mais nous avons constaté les mêmes résultats pour toutes les personnes qui ont utilisé des produits à base d'aluminium et des antitranspirants. Donc du coup, comme on pue, on rachète de l'antitranspirant, et ainsi de suite. Un cercle vicieux pour les utilisateurs, mais plutôt vertueux pour les industriels. Cette technique moléculaire est très récente, et bien sûr, l'industrie du déodorant et des antitranspirants n'ont pas enquêté avec cette technique moléculaire. À l'avenir, les industries chercheront des solutions pour lutter contre. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir que ce n'est pas une solution, c'est peut-être même pire qu'avant. Et si votre étude était confirmée, vous réalisez la bombe que ça serait pour les industriels? Eh bien... Vous réalisez les conséquences? Honnêtement. Cette question vous dérange? Ah, je ne sais pas, c'est... Je sais pas quoi dire. Bon, il veut pas trop se mouiller le monsieur, et il préfère relativiser. L'étude a été réalisée sur des gens qui ont de gros problèmes d'odeur, et pour lui, elle nécessite d'être approfondie. Mais depuis une quinzaine d'années, les sels d'aluminium sont suspectés d'avoir d'autres effets bien plus sérieux. Suite à des débats sur leur toxicité éventuelle, en 2011, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a publié un rapport où elle recommande aux marques de limiter la concentration d'aluminium à 0,6%. Comme on est curieux, on a voulu savoir si les marques suivaient ces conseils. On a décidé de faire analyser 3 antitranspirants différents. Un aérosol et un antitranspirant à billes achetés en grande surface, et puis un en stick, acheté en pharmacie 3 fois plus cher. Au bout d'une dizaine de jours, les résultats tombent. Pour l'aérosol, on a trouvé plus de 3% d'aluminium. Pour l'antitranspirant à billes, plus de 4%. Mais la cerise sur les sels, c'est le produit acheté en pharmacie. 7%. C'est presque 12 fois plus que la dose conseillée par la NSM. Du coup, on a voulu contacter les marques pour en savoir plus. Bon, on vous cache pas que ça a été un peu compliqué. Ouais, ils peuvent pas trop nous sentir, on se demande pourquoi. Alors on est allé voir la FEBA, la fédération qui représente les entreprises de la beauté. On a même rencontré la toxicologue qui accompagne les marques dans l'évaluation de la sécurité des produits. Et elle leur conseille pas de se limiter aux 0,6% d'alu, puisque c'est pas obligatoire, donc ils auraient tort de s'en priver. Et puis une telle dose pour elle, c'est comme ne rien mettre du tout. 0,6% d'aluminium, c'est pas suffisant pour assurer une efficacité du produit telle que l'attendent les consommateurs actuellement. Sinon, on va être considéré comme mensonger. Du coup, pour vous, cette recommandation n'est pas fondée? Scientifiquement, non. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Surtout que pour elle, à l'origine, le problème, il est ailleurs, en fait. Je pense que à l'origine de cette réglementation, la question se posait plus en termes d'irritation. Et c'est pas pour le danger que ça pourrait présenter Écoutez, moi, à ma connaissance et de toutes mes connaissances scientifiques, il n'y a pas de risque pour le consommateur d'utiliser des antitranspirants avec des sels d'aluminium, non. Ah ouais, mais alors pourquoi le rapport préconise aussi de ne pas mettre d'antitranspirant après s'être rasé ou épilé? C'est une précaution notamment pour éviter les réactions d'inconfort, ça me picote, ça me gratouille. Ouais, ça pourrait picoter et gratouiller les os aussi. Et le système nerveux. Enfin, d'après le rapport. En Allemagne, une étude équivalente publiée en 2014 indique que rien qu'en mettant de l'antitranspirant au quotidien, on dépasse le taux de tolérance pour l'homme, et encore plus si on se rase avant. Le comité scientifique européen admet de son côté qu'on manque de données sur la pénétration de l'aluminium et il demande une nouvelle étude. Pourtant, il y en a une assez flippante qui a été réalisée en Suisse, à Genève. Ouais, donc on disait qu'on était allé à Genève.
Là-bas, on a rencontré un cancérologue. Déjà, ça annonce la couleur. Pendant 3 ans, il a mené toute une série d'expériences in vitro que personne n'avait faites auparavant. Il a constaté qu'en exposant des cellules de glandes mammaires humaines à des sels d'aluminium pendant plusieurs semaines, on observe une altération de ces cellules, qui ressemble étrangement au comportement de cellules cancéreuses. Lorsqu'une cellule est en train de se transformer ou s'engage dans la voie de la transformation cancéreuse, elle se développe et elle forme des boules, des amas de cellules anormales. Et c'est exactement ce qu'on observe après avoir exposé les cellules mammaires normales à des sels d'aluminium. On observe tous ces effets qu'avec les cellules mammaires. Or, une étude a montré que la majorité des cancers du sein étaient aujourd'hui localisés tout près des aisselles. Surtout depuis que les antitranspirants existent et que les femmes s'épilent. Conclusion pour le professeur, les sels d'aluminium seraient un coupable potentiel pour expliquer l'épidémie des cancers du sein. Et sinon, les fameux 0,6%, on en parle? Nous, les concentrations qu'on a utilisées pour observer sont des concentrations qui sont bien en dessous des 0,6% autorisés. Et vous exposez les cellules pendant quelques semaines à ces taux très très faibles, ça suffit. Elles ne reviennent plus jamais en arrière. Elles sont transformées pour la vie. Ouais, ça fout les jetons. Cette étude publiée en 2012 a été jugée insuffisante par les instances scientifiques. Mais le scoop, c'est que récemment, le professeur a réalisé la même étude, mais in vivo, sur des souris. Et les résultats seraient exactement les mêmes. Nous avons fait état de nos observations à nos instances de santé publique nationale. Ils m'ont expliqué que même si nos observations étaient intéressantes, ils considéraient aujourd'hui que les sels d'aluminium, c'était pas plus toxique pour les femmes que de faire de la vaisselle ou de laver le linge dans la machine à laver. Texto. Ouais. Sous prétexte que c'était basé sur des cellules in vitro. Donc ils sont du côté des industriels, en gros. Non, mais ils sont du côté de la prudence, de l'inertie, de la prudence. Très, très grande prudence. Très grande prudence. Mais ça va basculer. Parce que les expériences animales, là, elles vont être difficilement réfutables. Le professeur en est convaincu. Les sels d'aluminium vont finir par être interdits. Mais on n'en est pas encore là. Là, vous allez vous faire des ennemis, hein. Disons pas des copains, ouais. Je pense qu'après, il faudra qu'on ait un Mirador à la maison. Parce que là, on parle d'intérêt en milliards. Hein. L'intérêt des déodorants, c'est considérable. Et puis là, il faudra qu'ils fassent preuve d'imagination pour trouver un substitut aussi bon marché et aussi efficace. Mais il a fallu 50 ans pour interdire l'amiante. On espère qu'on prendra moins de temps pour bannir les sels d'aluminium. Bon alors si on résume, rien de tel qu'un bon vieux déodorant, non? Mais c'est pas aussi simple en fait. On est allé incognito au rayon déo d'une grande surface avec une experte en la matière. Elle va nous montrer à quel point les industriels adorent nous mener par le bout du nez. Ce qui est très embêtant quand même, du point de vue du consommateur qui ne s'y connaît pas beaucoup, c'est le mélange dans le même rayon entre le déodorant et l'antitranspirant de la même marque avec le même type de packaging. Donc en fait, on ne voit pas trop la différence. Donc on peut très bien se tromper et au pire choisir le produit juste à l'odeur ou juste à la jolie visuelle de fruits qui est dessus, quoi. Avec leur packaging, ils sont aussi super forts pour détourner notre attention. Quand vous allez avoir un antitranspirant qui contient forcément des sels d'aluminium, et bien sur le packaging, on va vous insister sur le fait qu'il n'y a pas d'alcool, qu'il n'y a pas de parfum ou qu'il n'y a pas de parabènes. En revanche, un vrai déodorant, là vous êtes sûr que vous allez avoir la mention sans sel d'aluminium. On va toujours insister sur ce qu'il n'y a pas dans le produit pour vous faire penser que du coup tout est bien, sans insister évidemment, ni même mentionner ce qui peut être un peu moins bien. On est passé dans une parapharmacie en se disant que ça serait peut-être mieux. Mais là, il y a un déo qui nous a intrigués. Tout ça mérite un bon petit décryptage pour y voir plus clair. Là, ça nous dit que c'est un déo soin. Un déo soin, ça ressemble beaucoup à déodorant quand même. On nous dit qu'il a une efficacité de 48 heures, qu'il est fait pour les peaux délicates et sensibles, qu'il est régulateur, qu'il est sans alcool et qu'il est testé cliniquement. Et puis quand on regarde la liste des ingrédients, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a de l'eau et des sels d'aluminium. Donc ça, c'est un vrai antitranspirant qui ne dit pas son nom. Et le consommateur qui va se contenter de regarder le devant de l'étiquette va se dire « Ok, j'achète un déodorant », alors qu'en fait, il est en train d'acheter un antitranspirant. Ouais, en gros, on peut pas se fier au nom du produit. Super. Du coup, on a voulu demander des comptes à la marque en question. On a appelé le service consommateur. Et pour eux, il n'y a pas de lézard. Mais alors, dans quel cas on dit que c'est un antitranspirant? C'est quoi la différence? C'est un choix marketing, madame, de la part des marques.
C'est-à-dire? Il y en a qui appellent ça antitranspirant, il y en a qui appellent ça antiperspirant, il y en a qui appellent ça déodorant. Pourtant, le comité scientifique européen a indiqué dans son rapport que ça portait un peu trop à confusion tout ça. C'est pas parce qu'il y a un conseil qui a pointé le doigt dessus qu'on n'a pas le droit de les appeler comme ça. Pour l'instant, c'est une remarque qu'ont fait les experts et ça n'est pas encore réglementairement parlant tout à fait inscrit dans les textes. En attendant, on s'est dit qu'on trouverait notre bonheur en tapant dans le luxe. Dans ce magasin de produits cosmétiques où les vendeurs se donnent des airs de pharmaciens, on a trouvé la crème de l'antitranspirant à 19 €. 5 fois plus cher qu'en grande surface. Bon, là aussi, on a trouvé de l'aluminium. Mais le vendeur, il est sympa, hein. Il a voulu nous rassurer. C'est fait par des dermatos, donc ça reste des produits vraiment relativement sains. C'est pour ça que l'aluminium, j'ai pas à m'inquiéter, quoi. Non, franchement, là, moi j'utilise, vous voyez, je vais hyper bien. Vous allez bien. Vous êtes en bonne santé. Ouais. Ouais, vous avez l'air radieux. Ah, ça va, n'en fais pas trop non plus, Alex. Sur son site, la marque ne cache pas qu'elle utilise des sels d'aluminium, bien au contraire. Ils expliquent même comment prononcer le mot chlorohydrate d'aluminium. C'est cool, ça. Mais ça explique pas pourquoi ça coûte 19 €. Pourquoi c'est aussi cher? C'est parce que c'est la marque? Non, et puis les produits, les ingrédients à l'intérieur sont plus luxueux qu'un déodorant que vous allez trouver en grande surface qui, lui, peut être pas très bon, quoi. Ah, les ingrédients sont plus luxueux, ok. Elle en pense quoi, notre experte en déo, tiens? C'est un antitranspirant, alors qui contient une silicone qui n'est pas dangereuse pour la peau, mais qui est très peu biodégradable et dangereuse pour l'environnement, qui contient de la paraffinum liquidum, qui est en fait une huile minérale qui est dérivée de la pétrochimie, des sels d'aluminium, quelques texturants, un peu d'huile de ricin, mais alors vraiment pas beaucoup, un peu de talc, histoire de dire que ça peut absorber la transpiration. Ça, c'est pour l'argumentaire marketing, je pense. Et puis, un parfum à base d'huile essentielle qui apporte énormément d'allergènes. Alors, il a peut-être coûté un peu cher, mais c'est franchement pas celui que je recommanderais en premier. Bon, elle est diplomate, mais en gros, c'est pas le meilleur, quoi. Donc, en gros, le lieu d'achat, le prix, tout ça, ça doit pas être un critère. Aujourd'hui, les marques proposent une alternative, sans sel d'aluminium. À la pierre d'Alain, genre le truc hyper naturel, quoi. Mais en fait, c'est quoi au juste la pierre d'Alain? On a posé la question à un chimiste. C'est une pierre qu'on retrouvait ou qu'on retrouve à l'état naturel. Il y a beaucoup moins de gisements qu'avant. Et donc, cette pierre d'Alain, il faut savoir que ça contient de l'aluminium, d'où son nom. Et vous avez beaucoup plus d'aluminium contenu dans de la pierre d'Alain que dans un antitranspirant classique, puisque vous appliquez directement à votre aisselle du sel d'Alain pur. Ah, oui. Vous voulez pas qu'on vous prenne pour des pigeons? Voilà. Surtout que c'est un chouïa plus cher, de mieux en mieux. Et il y a aussi la pierre d'Alain synthétique. On la trouve sous le nom de ammonium alum. Bon alors, c'est quoi la solution? La personne qui transpire beaucoup et dans la transpiration est très malodorante. Là, on ne peut pas lui interdire d'utiliser les sels d'aluminium, mais elle n'est pas obligée de les utiliser tous les jours. C'est-à-dire qu'elle peut en utiliser le lundi, le mardi, le mercredi, elle peut utiliser un déodorant. Les sels d'aluminium continueront à faire leur effet, et puis en réutiliser le jeudi, et puis alterner comme ça pour espacer les moments où elle se sert de sel d'aluminium. Et pour les personnes dont la transpiration est normale et à l'odeur acceptable, un bon déodorant, ça suffit largement pour tenir la journée, sauf quand il fait évidemment 35 degrés, mais c'est quand même pas tous les jours dans nos latitudes. Donc un bon vieux déo, c'est pas si mal. Si possible sans alcool et sans tous ces mots barbares comme triclosan, ça serait toxique. Il suffit de bien lire les ingrédients. Sinon, il y a de nouveaux produits qui remplacent l'aluminium par des probiotiques. 14 € quand même, et faut se faire livrer. Ou il y en a avec du bambou, surtout dans les magasins bio, à partir de 4 €. Il y a aussi les patchs anti-auréoles lavables, sans substances chimiques. Ils absorbent la transpiration en complément d'un déo. Pour un an, ça reviendrait aux environs de 70 €. Mais sinon, il y a encore plus naturel. On a envoyé Alex en Franche-Comté chez Gala, une jeune blogueuse beauté. Et elle va nous montrer qu'avec seulement 4 ingrédients, on peut faire son propre déo. Si, c'est possible. C'est les déboires de son copain qui l'ont donné le déclic. Il y a quelques temps, mon compagnon a fait une allergie en fait. Il a voulu changer en fait. Il a essayé un déodorant de magasin bio. Et il marchait pas du tout. Il fonctionnait vraiment pas. Donc moi j'ai essayé plusieurs marques et puis au final je me suis rendu compte que l'efficacité était quand même pas au top. Donc voilà, j'ai essayé de faire le mien et puis ça fonctionne vraiment très bien. Ok, super, il faut quoi alors?
Donc on commence par prendre de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, elle est antibactérienne, donc elle va détruire les mauvaises odeurs. Et puis en même temps, elle va hydrater la peau. On fait donc fondre 20 g d'huile de coco pour qu'elle soit plus facile à travailler. On rajoute 30 g de bicarbonate de soude qui neutralise les mauvaises odeurs et absorbe la transpiration. On rajoute ensuite 20 g de fécule qui absorbe aussi la transpiration. Et puis ensuite, j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle. Donc là, je vais en mettre 5. Mais on peut en mettre un petit peu plus. Bah, ça dépend des odeurs. Des odeurs. Si on sent en plus, tout à fait. Plus. Moi, j'en mets 8 ou 10 à peu près. D'accord. Donc tu sens beaucoup. Non, mais non, mais je préfère être pareil en fait. Ouais, c'est ce qu'on dit. Bon, on rigole. Pour les peaux un peu plus sensibles, vous pouvez rajouter un peu de beurre de karité. Je verse dans mon petit pot et je le mets au réfrigérateur. Et c'est tout? Oui. Waouh! Bah ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste attendre une bonne demi-heure pour que ça se solidifie. Ça prend à peine 2 minutes et ça dure à peu près 5 mois. Ça doit revenir à peu près 1 €, 1,50 € le pot. 1,50 € le pot pour 5 mois d'utilisation? Ouais, à peu près. Ah ouais, pas mal. Et au bout d'une demi-heure, ça donne quoi alors? Ah ouais, ça c'est plutôt solide. Ça sent plutôt bon. Bon, c'est-à-dire qu'avec ça seulement, je tiens toute une journée. Oui. Tu me le garantis? Sur moi, ça fonctionne en tout cas. Bon, bah je vais essayer. Donc là, c'est le moment de se tourner. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? J'ai dit c'est le moment de se tourner, ok? Ah, c'est bon. Bon, bah là, je me sens bien, hein, tout va bien. Bah écoute, je vais le garder, on sait jamais si ça marche très bien. Allez, merci, hein. Et sinon, il reste un truc, la tendance no déo. Traduisez, pas de déo. Il y a Cameron Diaz qui fait ça. Et Julia Roberts aussi. Là, c'est nature totale. Et il y a aussi Matthew McConaughey. Ah, c'est pour ça qu'il porte un casque.